Heroes never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 Podcast épisode 11. Et ouais, ça y est, déjà, l'épisode 10 est passé. On est à l'épisode 11. On va commencer une nouvelle semaine avec un nouveau débrief de l'Overwatch League. Et comme toutes les semaines et toutes les émissions, je suis avec mon fidèle allié, Stuck Logo. Salut Logo. Salut Alti, comment ça va? Ça va pas mal du tout. Très bien, je suis très content. J'aime bien être là les lundis, ça me fait plaisir. C'est mon petit rendez-vous de la semaine, c'est ça. Alors, cette semaine, plein de choses dont on va parler. On va parler des Gladiators qui sont en train de surprendre tout le monde en Overwatch League en faisant des performances absolument ahurissantes. On va parler de Houston qui, à l'inverse, est en train de chuter inexorablement vers le fond. On va avoir un petit débat sur la méta actuelle et notamment sur un personnage très particulier qui est Genji Shimada, c'est ça son nom? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, et voilà, on va demander on va voir avec vous si Genji est un pick à votre avis indispensable, enfin à notre avis surtout, puisque c'est entre nous, à notre avis un pick indispensable pour gagner. On a aussi le conseil de classe, on a aussi l'overtime et tout ça. C'est parti pour Nerf This Podcast. Alors Logo, avant de parler de tous ces sujets-là, on a quand même une petite breaking news, puisque après une énième suspension, le Canadien XQC, le tank des Dallas Fuel, a été renvoyé par son équipe. En tout cas, leur coopération s'est terminée sur un accord mutuel d'après le communiqué officiel. Peut-être que lui n'était pas tout à fait d'accord, mais c'est pas la question. Il avait de toute façon été suspendu pour 4 nouveaux matchs pour encore des propos injurieux envers d'autres joueurs et envers le cast. Alors j'ai pas tout compris, mais je crois que c'est avec Malik Forte, qui est un des présentateurs, qui s'est un peu embrouillé. Bon, bah voilà, pas grand-chose à en dire. Malheureusement, c'est attendu. Maintenant, il n'est pas suspendu de l'Overwatch League, à part pour ces 4 matchs-là, donc il pourrait revenir ailleurs. Et il y a une rumeur qui pointe le nez à l'horizon, qui pourrait aller chez les Shock. Il a changé son avatar pour le logo des Shock. Et alors, tu vas me dire, mais je crois que c'est Dante dans un de ses streams qui lui demandait s'il avait signé ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui, c'est Dante. Ok, bon bah, alors est-ce que c'est du petit troll de sa part, ce qui serait pas impossible? Est-ce que c'est une vraie info? Bon, on va voir. Maintenant, en soi, c'est pas un mauvais joueur dans une équipe qui arriverait à le canaliser. Pourquoi pas? Je sais pas ce que t'en penses. C'est compliqué comme question ici parce que dans un premier temps, pour l'équipe qui l'a, c'est un surplus de popularité qui est énorme. Enfin, on l'a vu dans les bits qu'on peut donner aux équipes. L'équipe qui a le plus de bits sur Twitch, c'est les Fuel. Donc et je pense que c'est en grande partie dû à XQC, qui est le plus gros streamer d'Overwatch, qui gagne beaucoup d'argent grâce à ça, et qui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disaient il n'a pas intérêt de jouer en Overwatch League parce qu'il pourrait se faire plus d'argent juste en streamant. Le fait est qu'il est un peu prisonnier de ce personnage de troll, ou en tout cas de joueur toxique. Je sais pas si c'est un personnage ou si c'est sa vraie personnalité, mais en tout cas, il peut pas trop s'en défaire parce que sinon, il serait un peu accusé d'imposture. Mais d'un autre côté, en tant que joueur de Overwatch League, tu es obligé d'avoir une rigueur, de t'astreindre à une certaine discipline par rapport au cast, par rapport aux autres joueurs. Et c'est un peu en contradiction avec ce que fait XQC dans ses streams. C'est difficile dans une équipe parce qu'on entendait, c'était Kusta qui avait réagi par rapport au départ de XQC, qui disait c'est difficile quand il y a un joueur, même aussi bon soit-il, de s'entraîner avec lui quand il est suspendu à chaque fois pour 4 matchs. En tout, il a été suspendu pour 9 matchs. Et à chaque fois, il n'a pas le droit de s'entraîner avec l'équipe. Et c'est compliqué derrière de l'intégrer dans l'équipe. Et ils ont essayé très, très dur. Les filles l'ont essayé. Ils l'ont aligné en starter. Mais à un moment donné, quelle que soit l'équipe, même si c'est en termes marketing, entre guillemets, c'est très intéressant. Derrière, si c'est un joueur qui n'est pas là la moitié, voire les 3 quarts de la saison, c'est difficile de l'intégrer dans le roster et de prendre un spot. Voilà, donc on verra ce que décideront les autres équipes. En tout cas, plus rien de possible avant la fin du deuxième stage. On verra pour la suite de la compétition. Notre sujet principal de ce podcast numéro 11 est... Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Ce sont les Los Angeles Gladiators, qui sont en train de surprendre absolument tout le monde, puisque quand ils ont affronté les Dragons la semaine dernière, on s'est dit c'est peut-être le match le plus jouable pour les Dragons, et depuis c'est la déferlante. Ils ont battu les Gladiators 4-0 dans le derby de la Cité des Anges, et ils ont battu les Spitfire 3-1. Évidemment, l'histoire dans l'histoire, c'est le tank Fisher qui affrontait ses anciens coéquipiers et qui leur a marché dessus. Le terme n'est pas trop fort, parce que franchement, avec ou sans Fisher, cette équipe, c'est pas la même.
Bah, clairement, on le voit à l'instar d'autres sports, il fait progresser l'ensemble de l'équipe. On voit Pichu qui est son mate au poste de tank, qui clairement a step up, et on a vu Pichu faire une belle semaine. On voit aussi Asher qui est en pleine synergie pour aller chercher la backline avec sa Tracer, et ben c'est aussi l'idée par Fisher. C'est l'équipe voilà qui est en pleine progression. Fisher, on l'a vu sur des clips sur Twitch, qui a vraiment le leadership quand il parle sur le desk. Tout le monde l'écoute. Et bah derrière, l'équipe progresse bien. Et un autre truc, c'est que c'est une équipe qui a de très bons DPS, la triplette Asher, Surefour et non, Hydration. j'ai perdu les noms. Surefour et Asher, Hydration et Fusurefloor, pardon. Qui sont bons, mais qui peuvent être un peu inconstants. Bah, cette semaine, bah voilà, ils étaient dans des petits souliers, notamment parce que les espaces étaient créés, parce que au niveau du tanking, c'était bon. Et derrière, ils ont fait du très bon taf. On l'a partagé un peu sur le compte Twitter. Il y a eu des clips qui étaient assez ahurissants. Et puis, bah, les healers des Gladiators, c'était déjà le point fort avant le début de la saison, et ils ont gardé le niveau. Donc, bah, aujourd'hui, maintenant, sur le papier, c'est une équipe qui est ultra complète et qui a assez peu de défauts. Est-ce qu'ils sont pas en plus en train de s'acheter une popularité hyper importante, limite la fanbase des Valiant pourrait retourner sa veste et se dire ah bah tiens finalement c'est eux la meilleure équipe de Los Angeles, on va être pour eux. Il y a plein d'équipes, tous les déçus de Dallas, les déçus de Houston, tous ces gens-là. Finalement Los Angeles, en plus de son succès sur le terrain, moi j'ai l'impression est en train de s'acheter une sacrée fanbase dans toute l'Overwatch League. Bah oui, ça se joue pas mal sur les streams aussi, hein, la popularité. Et bon, bah Fisher qui repasse le replay du match et qui, et qui fait genre les London Spitfire l'appellent pour lui demander de revenir dans l'équipe. Bon, bah ça, voilà, forcément, ça plaît à la communauté. Le fait qu'ils battent aussi à plat de couture 4-0 Los Angeles cette semaine, bah forcément, hein, pour les cœurs des habitants locaux, bah ça joue. Donc c'est une équipe qui surprend un peu, qui vient un peu de nulle part, enfin qui vient de nulle part. Il y a que 12 équipes dans la Overwatch League, donc on les connaissait déjà, mais et qui clairement bah là arrivent, ils ont un timing qui est super quoi pour être populaire, parce qu'il y a des équipes qui sont un peu en baisse et des équipes américaines. Et là, bah voilà, il y a quelque chose à jouer pour eux d'un point de vue de la communication, ouais. Ouais, surtout, bah, tu dis qu'elle vient de nulle part. C'est vrai que personne ne vient de nulle part dans cette ligue, mais que tu compares par rapport au premier stage, à la première étape de l'Overwatch League, où ils avaient fini, je sais plus, mais dans la moitié inférieure en tout cas. Et c'est voilà, c'est plaisant de voir cette équipe qui en plus joue très agréablement. C'est super sympa à voir. Et des compos sympas. Oui, bah voilà, c'est ça. Au moins, c'est pas du. Alors c'est de la dive un peu, mais ça bouge un peu. Moi, il y a un autre truc, enfin il y a un truc que j'ai trouvé hyper sympa aussi, c'est que on sait que les joueurs coréens ne sont pas les meilleurs en anglais, et du coup c'est un peu à chaque fois, je sais pas si c'est pénible, mais c'est moins sympa d'avoir la traduction à chaque fois. Moi, je trouve super cool que Bichou parle super bien anglais, que Fischer s'y mette déjà, et puis bah voilà commence à parler un peu aussi. Même pour ça, même pour ta fanbase, bah voilà, c'est un plus indéniable. Oui, ça va encore parce que c'est important par rapport à la fanbase, c'est aussi surtout important par rapport à la communication. Oui. Parce qu'on voit des fois, on voyait ça, c'était les Valiant qui racontaient ça. Il y a des Coréens, des fois, ils disent des trucs, c'est incompréhensible, quoi. Et autant quand ils sont pas sur scène, ils peuvent prendre le temps de se comprendre. Par contre, quand c'est sur scène et qu'il y a le rush d'un play important, c'est difficile. Et là, pour le coup, bah, déjà le fait d'avoir ce joueur qui est canadien et d'origine coréenne, qui est Bichu, bah, ça aide à faire la traduction. Même si les autres équipes ont des traducteurs, le fait que là, ça vienne de l'équipe, ça crée de la cohésion, forcément. Oui. Et puis, bah, Asher, ça fait longtemps, lui, ça fait quand même quelques mois qu'il est déjà aux États-Unis, donc bah, à ce niveau-là, il peut plus facilement se faire comprendre. Et Fisher, il a un niveau d'anglais qui est relativement correct pour un Coréen. Donc à ce niveau-là, oui, c'est sûr qu'il y a tous les ingrédients pour, bah, déjà pour être performant sur la scène. Et puis aussi, de pouvoir communiquer avec une fanbase, de la constituer. Enfin voilà, c'est une équipe qui, je pense, est à suivre, qui va être vraiment très intéressante dans les prochaines semaines. Et on va la suivre avec attention. La deuxième équipe dont on veut parler ce soir en particulier, ce sont les Houston Outlaws. Les Houston Outlaws qui avaient fait un début de stage 1 correct, et puis qui s'étaient petit à petit affirmé, qui avait fini en 3e place, donc qui avait été en finale, en 2e place même, du stage 1, qui avait fini en demi-finale. Et on s'est dit que ça allait continuer de fou, qu'ils étaient trop favoris de ce 2e stage. Et puis bah, finalement, hein, ça commence à tirer un peu de l'œil. Là, cette semaine, c'est une défaite d'abord face au Los Angeles Valiant, 4-0, donc là, pas d'appel. Et puis derrière, alors oui, c'est une victoire 3-2 face au Mayhem, c'est une remontée puisqu'ils étaient menés 2-0. Maintenant, il y a encore énormément de choses qui sont
à perfectionner, mais en même temps, c'est difficile de dire à perfectionner parce qu'on sait qu'ils sont capables de le faire et ils l'ont montré, mais il y a toujours ce point de Jake sur Tracer qui est pas au niveau pour aller embêter les supports adverses. Et comme Linkzer, lui, peut pas jouer tous les pics à chaque fois et que le chacal de Jake est bien contré, il y a un problème au niveau du DPS, au niveau du carry de cette équipe et ça les plombe clairement. Ouais, c'est l'équipe qui subit le plus le changement de méta qui est, mine de rien, assez minime, mis à part Ange. Le changement de méta n'est pas énorme, la dive reste omniprésente. Cependant, pour eux, ça change énormément parce que Jake, qui était vraiment très impressionnant sur son Junkrat, entre le petit nerf qu'a eu le personnage plus le changement de map, il est plus capable, il peut plus se permettre de le sortir autant qu'avant. Et derrière, que ce soit sur Genji ou sur Tracer, il n'a pas vraiment un niveau compatible à Overwatch League. En tout cas, c'est ce que disait le podcast américain Overwatch League Daily News. Et derrière, Linkzer, lui, il est assez bon sur Genji et Tracer, sauf que aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, il faut les deux, parce que les dives sont de plus en plus agressifs. Il faut vraiment être beaucoup plus dans l'agression que lors de l'étape 1, parce que maintenant, il n'y a plus Ange et un kill est un kill, donc il faut aller les chercher vite. Et du coup, cette équipe a un déficit à ce niveau-là. Les tanks aussi, qui étaient très défensifs, ont aussi du mal à avoir cette attitude beaucoup plus agressive. Et c'est toute une équipe qui a du mal à pivoter aujourd'hui. Ça a vraiment du mal à ce niveau-là. Ouais, en plus, là, les Outlaws sont pas au mieux de leur forme mentale. Ils jouent les Gladiators, dont on vient de parler, qui sont eux au top, et les Chocs la semaine prochaine. Les Chocs, mais tu vois, on en vient à dire, les Chocs, c'est à leur portée, tellement on les voit chuter et galérer face à des équipes comme Mayhem qui sont pourtant très très en bas du classement. Donc c'est pas le bon moment, malheureusement pour eux, pour jouer ces équipes-là, je trouve. Ouais, après, il faut pondérer quand même. Les Mayhem, ils font une très belle semaine. Ils se remettent petit à petit en flot. Bon, ça reste une équipe lotière, mais c'est quand même intéressant. Et les Valiant, ils étaient revanchards parce qu'ils venaient d'enchaîner une lourde défaite contre les Gladiators. Il y a eu des changements de coach. Il y a eu pas mal de l'équipe a été un peu mouvementée. Donc, ils avaient besoin de réagir. Les Outlaws, il faut là, la semaine prochaine, il faut absolument qu'ils gagnent au moins les Chocs. Les Gladiators, s'ils arrivent à gagner, ça les remettra à flot directement, mais attention parce que finalement ils sont 5e maintenant alors qu'ils étaient 2e à la fin de l'étape 1. Ça peut être la dégringolade très vite parce que derrière t'as les Valiant, t'as les fusions, et moi je les vois limite au niveau de Boston en ce moment qui est aussi pas au top, quoi. Ils sont 7e pour l'instant du classement de cette étape 2. Alors ils restent 5e au général avec leur très bonne performance de fin de première étape. Mais ouais, ça va vite. Et à ce rythme-là, même pour des playoffs de fin de stage, c'est très compliqué. Mais s'ils ne se ressaisissent pas et refont pas une 3e étape hyper haut niveau, ils risquent de perdre encore un peu des classements. Et on sait, c'est que les 6 premiers qui y vont. Donc il va falloir se battre. On va voir, c'est pas encore la catastrophe, mais il faut se ressaisir assez vite. Ouais, c'est assez dangereux là. Dernier petit point, et alors on va parler un peu méta et composition d'équipe, puisque on l'a dit, la nouvelle méta avec Ange qui disparaît, ça c'est acté pour beaucoup d'équipes. On voit beaucoup de Lucio, en tout cas beaucoup plus que Ange. Maintenant, on n'a pas beaucoup plus de temps qu'on pouvait attendre. Il reste que la dive est encore très efficace, elle est pratiquée par beaucoup d'équipes, notamment les équipes coréennes du haut du tableau. Et dans cette composition dive, il y a un personnage qui fait cruellement défaut aux équipes du bas de tableau justement, c'est Genji. Genji qui est le ninja cybernétique, qui est un personnage assez emblématique d'Overwatch. On va pas vous rappeler on peut vous rappeler son skill de technique, mais voilà, c'est le dash, c'est le réflexe qui lui offre une plus grande survivabilité, c'est du hit scan, c'est du projectile pardon, puisque c'est les petits shurikens il faut un peu anticiper le mouvement, mais ça normalement ils sont bons pour ça les joueurs pros. Et il y a cet ulti qui, pour moi, bien utilisé, et peut-être l'ulti le plus dangereux pour une backlane, parce que même si tu te splits au moment où tu l'entends, contrairement à un chacal, contrairement à une diva, avec une bonne frappe du vent, faite au bon moment, tu peux aller chercher un mec assez loin et même remonter. On l'a vu, là, c'est Tevik, qu'on a fait un incroyable pour monter chercher une Pharah sur le toit du sanctuaire de Népal. C'est un personnage qui est bien joué et diaboliquement efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, il est indispensable pour gagner? Je te pose la question. J'en ai un peu le sentiment quand on regarde les équipes qui sont dans le dur en ce moment. Il y a les Dallas Fuel, il y a les Shock, il y a on en a parlé tout à l'heure, il y a les Outlaws. C'est que des équipes qui jouent pas beaucoup ce personnage-là.
qui compte beaucoup plus sur un soldat 76 qui est revenu un petit peu dans la méta. Quand je dis un petit peu dans la méta, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui le jouent. Le meilleur exemple, c'est Dallas avec AKM, qui est très fort sur son soldat. Il fait d'un point de vue du skill individuel, sur ces 3 premières semaines, il est vraiment très intéressant. Cependant, son équipe gagne pas. Et pourquoi ? C'est parce que cette dive est très importante et que Genji, sa caractéristique, c'est sa mobilité, un petit peu comme une tracer. Il est capable vraiment de venir de nulle part. Son dash et sa grimpette lui permet d'être ultra mobile. Le double saut le rend difficile à viser. Et derrière, quand tu as le combo Tracer plus Genji, la backline, tu la récupères assez vite. Et comme tu n'as plus de Tracer pour faire des résurrections, et derrière, c'est assez difficile quand tu perds tes supports, quoi. Et ce personnage est ultra important pour ça. Et ça va être un peu un enjeu pour ces équipes-là dont on citait tout à l'heure, c'est qu'il va falloir trouver un Genji, trouver un joueur capable de jouer Genji, en plus d'une Tracer. Alors Dallas a commencé à essayer en alignant et Effect et Rascal en même temps, mais mine de rien, toutes les équipes n'ont pas des solutions à long terme là-dessus. Et aussi pour, par exemple, Dallas, est-ce que on peut se permettre de mettre sur le banc AKM, qui est quand même un talent brut? C'est difficile. Ouais, c'est pas facile. Qui est un talent brut, qui est le carry de cette équipe. Enfin, depuis qu'il est là, en tout cas, on avait vu qu'il y avait du mieux. C'est pas toujours confirmé, mais que ça progressait. Maintenant, on le sait, dans cette Overwatch League et dans Overwatch, il y a un nouveau personnage qui va arriver qui s'appelle Brigitte et dont la caractéristique première a l'air d'être quand même anti-dive. Est-ce que, en tout cas, beaucoup anti-tracer, est-ce que Genji va pas souffrir un peu de cette arrivée du nouveau personnage ? Alors c'est assez difficile de dire en l'état parce que le perso n'est que sur le PTR et qui va être certainement remanié. Mais en l'état, oui, c'est un personnage qui en fait a une capacité qui est extrêmement puissante contre Genji et Tracer. Ça va être ce bouclier dash là qui a un cooldown assez léger et qui crée un stun. Et en fait, entre ça et c'est son shift où elle balance sa fronde en avant, qui est aussi un stun, elle a une capacité de contrôle sur les personnages qui bougent beaucoup comme Tracer ou Genji, qui est très forte. Et en plus, le fait que son soin se fasse quand elle est au contact et en faisant le dégât un petit peu comme Moira, mais beaucoup plus proche de la frontline, fait que une compo tank va bénéficier de ce heal de proximité. Donc, à voir, peut-être que ce perso-là, et on n'a pas trop d'infos sur quand est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va arriver en stage 3, est-ce qu'il va arriver en stage 4, mais quand il va arriver, peut-être que ça va rabattre les cartes. Et encore, on ne sait pas, ça se trouve, les Coréens vont toujours trouver à la prendre de vitesse. Il y a aussi un personnage qui va être assez important et qui peut être un counter de Genji, c'est son bras, qui a vu son hack nettement boosté par sa vitesse de hack et aussi par les capacités qu'elle arrête. Elle en arrête plus qu'avant. Le double saut, notamment pour Genji. Ouais, j'allais te le dire. Ouais. Et ça, c'est assez important. Si tu enlèves la mobilité à Genji, ça reste un personnage qui est nettement moins fort. Donc, Blizzard, en tout cas, fait tout ce qu'il peut pour éviter que la dive soit la seule compo viable dans le jeu, alors que ce soit à niveau pro, mais aussi au niveau du Kidam qui joue Overwatch en gold ou en platine. Mais, ou en bronze, il y a des gens très bien en bronze aussi. Il y a des gens très bien en bronze, et je tiens à le dire, ce n'est pas honteux d'avoir un niveau entre guillemets faible. Il n'y a pas de bon niveau. Il y a plein de bonnes raisons pour avoir un niveau faible. Mais voilà, à voir. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça reste trop fort la dive à court terme. Ça reste trop fort. L'étape 3, c'est pas sûr que ça change énormément. Aujourd'hui, il faut avoir un Genji. Pour gagner, il faut avoir un bon Genji. Voilà, amis Dragons, amis Fuel, amis tout ce que vous voulez. Prenez note des bons conseils de Stock Logo. Et puis nous, on va passer au conseil de classe. Escort the payload. Le conseil de classe que vous commencez à connaître, puisque maintenant on vous fait le petit débrief de toutes les équipes de la semaine en donnant un peu le... Ah oui, cette semaine, tu as raison, on va donner le classement général et le classement du stage. Avant qu'on commence, on vous réexplique bien, c'est-à-dire qu'il y a un classement qui est fait depuis le début de la saison sur maintenant, si je ne me trompe pas, ça fait 16 matchs. Et il y a un classement du stage, donc seulement sur les 6 derniers matchs, à savoir sur l'étape 2. Et on va mettre le petit tapis musical et on est parti. Logo, c'est toi qui commence. C'est parti, on va commencer avec les Boston Uprising qui ont une semaine en demi-teinte. Ils gagnent 4-0 logiquement contre les Shanghai Dragons, mais après
se prennent un 4-0 contre les London Spitfire. On ne sait pas trop où est passé Gamzu, c'est un peu la storyline de cette équipe-là. Il y a Kalios qui joue à sa place. Les stats du tank Kalios sont pas mauvaises, mais par contre, les résultats sont moins bons qu'en fin de stage 1. Donc on sait pas trop. On sait pas trop si Gamzu, ce serait intéressant de leur faire revenir ou pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la synergie entre Kalios et Noté est moins bonne qu'avec Gamzu. Et ça, c'est assez important. Striker par contre est toujours bon, mais Dreamcasper est très inconstant et c'est un peu le problème aussi. C'est pour ça que dans la dynamique on est quand même plutôt vers le bas et la note est de C-. Pour les suivants, ce sont les Dallas Fuel qui ont 5 victoires et 11 défaites. Ils sont 10e du classement général, ils sont 8e du stage, donc ils font une deuxième meilleure étape. Une meilleure deuxième étape, c'est mieux dans ce sens-là. Par contre, c'est une semaine à 2 défaites. Hein. C'est une défaite 3-0 face au Choc, puis une défaite 2-3 face au Mayhem. Pourquoi j'ai mis une défaite? C'est pas une défaite, c'est une victoire. Donc c'est une victoire, voilà, n'importe quoi mes notes. Donc une victoire 3-2 face au Mayhem, mais qui était quand même un sentiment de défaite. On en a dit au tout début un petit mot. XQC s'est fait renvoyer. Ils ont fait venir un tank. On va voir ce que ça donnera. Maintenant, AKM est un peu moins efficace qu'au moment de son arrivée parce que tout le monde a compris comment le contrer. Mickey et Teimu, c'est pas ça. Teimu en tank, c'est pas une révélation. Lui, il était plutôt DPS au départ. On l'a mis sur cette position un peu par défaut. Bon, voilà, malheureusement pour eux, la dynamique n'est pas bonne. Ces histoires autour de l'équipe ne leur font pas du bien en tout cas. Et c'est pour ça que je leur mets la note de E. Ouais, ils ont perdu beaucoup de temps avec XQC, puis en plus OG, le nouveau tank va arriver dans longtemps parce que les visas prennent un peu de temps à être faits. Ouais. On enchaîne avec les Florida Mayhem qui ont peut-être fait leur meilleure semaine dans la Overwatch League. Bon, le bilan reste de 2 victoires pour 14 défaites et ils sont 11e au général et dans le classement du stage. Cependant, le premier match était une défaite 2-3 contre les Houston Outlaws et on s'est pris une remontada en fait. On gagnait 2-0 et ils ont perdu ensuite les 3 dernières maps. Cependant, ils ont fait la même chose, mais dans l'autre sens face au Dallas Fuel en gagnant 3-2. C'est certainement la meilleure semaine, comme disait tout à l'heure, pour Florida, qui peuvent avoir des regrets sur le premier match. Ils menaient 2-0, ils étaient très convaincants quand même, mais bon, Houston était très prenable et pourtant ils ont réussi à revenir. Ce qu'on peut noter, c'est quand même que Logix et TVQ, ils ont été bons et pour la première fois, ils ont été bons ensemble. Alors généralement, ils s'alternaient le bon et le moins bon tous les deux. Donc du coup, il y a un petit motif d'espoir. On a vu Zapis qui s'est montré, qui est revenu, qui vient d'arriver à Los Angeles, qui va tout de suite s'intégrer à l'équipe. Est-ce qu'il va apporter quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas, la dynamique est plus positive que peut-être la meilleure dynamique qu'ils ont eu depuis le début de l'Overwatch League. C'est pour ça que la note est de C+. Ouais, très encourageant pour eux. On leur souhaite plein de bonnes choses à nos petits Européens. L'équipe suivante, les Houston Outlaws, dont on a pas mal parlé. 10 victoires, 6 défaites. 5e au général, mais 7e au classement de l'étape. Cette semaine, c'est une défaite 4-0 face au Valiant, puis une victoire très difficile 3-2 face au Mayhem. Voilà, on l'a dit, il y a des problèmes, et notamment Jake qui n'a pas le niveau sur Tracer ni Genji. Et du coup, Linkzer qui est obligé de prendre ces postes-là, ou alors qui est obligé de switcher quand Jake peut pas prendre Chacal. Les tanks aussi sont un peu moins bons qu'ils ne l'ont été, ou en tout cas au début où ils étaient très, très défensifs, mais du coup protégeaient bien leurs coéquipiers. Là, leurs coéquipiers meurent pas mal et c'est dommage. Pour ça, moi je leur mets une note de E+, qui peut paraître sévère, mais dans la dynamique actuelle, elle s'explique. Ouais, ils sont pas au top. On enchaîne avec une équipe aussi qui a été moyenne cette semaine, c'est les London Spitfire. Ils sont à 11-5. Bon, ils restent 3e au classement général et au classement de l'étape 2. Cependant, il y a quand même cette défaite. C'était le deuxième match de la semaine contre les Los Angeles Gladiators avec une map prise face à 3. Juste avant, il y avait la victoire face au Boston Uprising 4-0. Pour revenir sur le deuxième match qui était quand même le plus important, il faut faire attention pour les Spitfire de ne pas prendre de haut les équipes. La défaite face aux Dragons, elle est en partie due au fait que le line-up B, il n'y avait que 2 titulaires, il n'y avait que Profit et Gesture qui ont joué les 2 premières matchs parmi les titulaires. Et ils perdent ces deux-là. Après, bon, ils ont refait revenir tous les titulaires et ils sont à 1-1 quand les titulaires sont en place. Voilà, c'est une équipe, on sait, qui peut lâcher des matchs, qui est toujours inconstante, et notamment lorsque en face on est très agressif. Là, pour le coup, les Gladiators ont été très agressifs. Dans la course de play-off de fin de phase ou de fin de saison, c'est une défaite qui peut être assez importante, et London laisse gagner quelques petites défaites par-ci par-là qui peuvent être assez importantes dans le positionnement. Donc c'est pour ça la semaine est plutôt délicate, donc la note n'est que de C.
On enchaîne avec les stars de la semaine sans conteste, les Los Angeles Gladiators qui sont à 8 victoires, 8 défaites, 8e sur le classement général mais 3e de l'étape 2. Donc là c'est une vraie progression par rapport à la première étape. On l'a dit, une victoire 4-0 face aux Gladiators, face aux Valiant, c'est eux les Gladiators. Une victoire 4-0 face aux Valiant, une victoire 3-1 face aux Spitfire. Franchement, c'est leur meilleure semaine. L'arrivée de Fischer, c'est clairement l'élément qui les fait passer au rang du dessus. Le trio de TPS, moi, non seulement je le trouve efficace, donc Surfour, Asher et Hydration, mais je trouve très efficace la manière dont c'est géré par le coaching staff, qui les fait bien tourner. J'arrive pas forcément à saisir la logique de qui joue quelle map encore, mais pour eux, ça a l'air d'être clair, et c'est important dans une équipe qui a une dynamique comme ça de maintenir tout le monde concerné. Voilà, c'est une énorme progression, et malgré ça, je pense qu'il y a encore des axes de progression et que c'est très prometteur. Et j'ai envie de leur mettre un A+, la meilleure note, parce que franchement, ce qu'ils ont fait la semaine la plus sympa de l'Overwatch League. Oui, effectivement, c'est une très belle semaine pour eux. On enchaîne avec l'autre équipe de Los Angeles, les Valiant, qui sont à 11 victoires et 5 défaites, 4e au général et 5e au stage. Un petit peu moins bien sur le stage, hein, on le sait, il y a eu le coach qui a sauté. Semaine roller coaster pour eux, puisqu'ils ont commencé donc par une défaite, on vient d'en parler, face aux Gladiators 4-0, c'était assez sévère. Mais derrière, ils sont bien rattrapés hein, en roulant sur les Houston Outlaws, 4-0 aussi. Soon, quand il est un peu dans le dur, c'est difficile hein, pour cette équipe, et contre les Gladiators, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu Verbo aussi qui était en grande difficulté au niveau du healing, et on l'a vu sur YouTube, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par le reste de l'équipe. Bon, il se rattrape quand même face à Houston, mais la victoire est à mettre en perspective parce que les Outlaws sont en ce moment un peu dans le dur. Une des storylines de cette équipe-là, c'est le positionnement de Kariv, parce qu'il fait du bon taf en DPS, mais surtout par rapport à un soldat, et on en a parlé tout à l'heure, soldat, c'est pas un personnage qui est très fort, et du coup, dans la méta en ce moment, et donc du coup, il n'y a personne qui joue Genji. Et avec Verbo qui est un petit peu dans le dur au poste de healer, ça pourrait être intéressant de remettre Kariv au healing et de mettre Agilities en place pour rejouer Genji. Ça semblerait un peu plus méta, et en plus, on aurait peut-être plus de talent sur le banc. C'est à suivre. En tout cas, c'est une question qui doit se poser, je pense, dans le vestiaire en ce moment des Valiant, et la note en ce moment, elle est de C-. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis toujours surpris par Kariv, qui est pas mauvais, mais il y a sûrement mieux sur le banc. La suite, ce sont les New York Excelsior qui sont à 14 victoires de défaite, qui sont premiers du général, qui sont deuxième du stage. C'est voilà, encore une fois une des tops équipes de cette Overwatch League. Une victoire 3-1 face au Philadelphia Fusion, une victoire 4-0 face au SF Shock. Il y a un grand absent tout de même qui est Pine, qu'on n'a pas vu de la semaine. Alors est-ce qu'il est au repos? Est-ce qu'il est ménagé? Est-ce qu'il est touché? On ne sait pas. N'empêche que derrière il reste Arc et Jonak qui sont voilà, encore une fois le meilleur duo de support de cette ligue. C'est très fort, ça fait énormément de dégâts et ça tient tout le monde en vie. La dernière map qu'elle a lâchée face aux fusions, c'est pas trop grave, mais c'est encore une fois des petits points perdus s'il y a un classement, s'il y a une égalité au nombre de victoires avec par exemple des Seoul Dynasty qui sont très forts cette semaine, cette étape. Donc attention, ce serait peut-être un peu mieux de tout gagner 4-0. Maintenant voilà, on sait qu'ils s'adaptent très bien, ils ont switché beaucoup face aux fusions quand les fusions switchaient pour s'adapter, et face au choc, ils ont joué que 8 héros différents, puisque il n'y a que Libero, il me semble, qui a changé entre Genji et Pharah. Le reste, tout le monde a gardé le même pic sur toutes les maps. Donc pour cette régularité, je leur mets un A. Excuse-moi, tu disais? Je disais brainless, là, 8 héros que sur le seul map. Ouais, c'est ça, tu one trick pony. Allez. On enchaîne donc du coup avec la seule équipe qui a réussi à prendre une map Excelsior cette semaine, c'est les Fusions, qui sont à 9 victoires et 7 défaites. Ils sont 6e au général et au classement de l'étape. Semaine difficile pour eux quand même, parce qu'il y avait 2 défaites, mais face à des grosses écuries. La première c'était à 3-1 contre les Dynasty, et l'autre c'est 3-1 contre les Excelsior. Hein. Ils ont affronté tout simplement les 2 premiers au classement général. 2 équipes full coréennes, et la semaine dernière ils avaient affronté l'autre équipe full coréenne, donc bon, ils ont enchaîné un petit peu un Korean run un peu compliqué. Le premier match contre les Seoul Dynasty était vraiment dur pour eux. Carpe était pas au top, et l'équipe a eu du mal à suivre. Cependant, le match contre les Excelsior, même si le score est 3-1, le match était beaucoup plus serré, et Philadelphia a montré un très beau niveau de jeu. Le match aurait vraiment pu pencher du côté des Pennsylvaniens à 2-3 détails près, hein, et ils n'ont pas à rougir, et la map qu'ils ont pris est franchement plutôt bonne dans la dynamique de ce match. Un petit peu décevant quand même pour eux.
La chose avec eux, c'est Ekyo qui a rejoué cette semaine à la place de Shadowburn. Il a été un petit peu moins convaincant qu'en première semaine de Stage 2, mais voilà, il y a toujours cette bataille pour le poste de deuxième DPS entre Shadowburn et Ekyo. Faut voir, c'est pas encore joué, c'est une intrigue pour eux qui est assez intéressante. Bon voilà, la bonne nouvelle quand même pour eux, c'est que face aux grosses équipes, ils ont à chaque fois pris une map, donc c'est un minimum, et c'est une équipe qui, à mon avis, délestée des gros poissons, va pouvoir mieux s'en sortir. C'est pour ça que la note est pas si grave, c'est B-. Ouais, ça va. Je suis d'accord avec toi que c'est dommage qu'on sache pas trop pour EQO et Shadowburn, mais bon, bah tant mieux, c'est problème de riche. Les San Francisco Shock, 5 victoires, 11 défaites, 9ème du général, 9ème de l'étape, une victoire 3-0 face au Dallas Fuel, et une défaite 4-0 face au New York Excelsior. Bon, bah, c'est une bonne semaine relativement. Hein. New York, c'est trop fort pour eux. Plus que 6 dodo avant les 18 ans de Sinatra. Donc, ça, c'est sympa. On va le voir la semaine prochaine. Dante est devenu hyper fort sur ça. Enfin, est devenu, en tout cas, devient de plus en plus fort sur cette racer. Sur Chacal et son bras aussi. Il fait du bon travail. Et heureusement, parce que j'ai l'impression quand même que de plus en plus, Baby Bay n'arrive plus à être le carry qu'il était de cette équipe. Et attention, parce que quand Sinatra va arriver, ce serait dommage de se faire prendre la place alors que c'est un peu la star de cette équipe. Donc pour ça, je leur mets un C+. Ouais, après Sinatra, il risque plus de prendre le poste de Dante parce qu'il c'est un main Genji Tracer. Mais bon, voilà, en tout cas, il va être intéressant de le voir jouer, ce petit. On enchaîne avec les Seoul Dynasty qui sont la meilleure équipe au niveau du Stage 2. Ils sont à 13 victoires et 2 défaites et deuxième au classement général. Semaine plutôt tranquille, 2 victoires. La première 3-1 face aux Dragons et la deuxième 3-1 face aux Fusions. C'était tout en contrôle pour eux, ils sont toujours invaincus dans le Stage 2. Contre les Dragons, tous les titulaires sauf Toby étaient au repos et malgré Killings Row qui a été perdu, le reste de la rencontre était quand même plutôt aisé. Face aux Fusions, par contre, Séoul a vraiment déployé tout son talent. L'équipe reste vraiment très solide. Munchkin qui vraiment se révèle dans ce Stage 2 et Fleta qui est, bon, voilà, on le sait, c'est un des meilleurs joueurs. Les deux ensemble, ça fait un des meilleurs DPS, duo de DPS de la ligue. Le petit point noir, quand même, c'est à chaque fois de louper le 4-0. À chaque fois, c'est 3-1. Et à chaque fois, ils perdent une map qui est Kings Row. Voilà, c'est quelque chose à suivre parce que Kings Row, c'est une map qui est connue pour être une map avec 3 ou 4 tanks qui est jouée à chaque fois. Et on en parlait peut-être que la méta dans le futur va être avec plus de tanks, donc ça risque de pas leur favoriser. Donc à voir pour ça. Mais en tout cas, en ce moment, tout va bien et la note, elle est de A-. Ouais, c'est mérité, je suis d'accord avec toi. Et on finit avec nos amis des Shanghai Dragons avec 0 victoire et 16 défaites sans surprise. Oui, c'est ça, 0 victoire, 16 défaites sans surprise. 12e au classement général, 12e au classement de l'étape. Cette semaine, c'est une défaite 3-1 face au Seoul Dynasty, une défaite 4-0 face à Boston. Il y a ce full hold sur Kings Row face à Séoul dont tu viens de parler qui est sympa à voir, mais malheureusement, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette équipe cette semaine. On attendait plus de progrès, on les voit pas, on voit toujours pas les remplaçants, malheureusement. On espérait même mieux, tu vois. Boston n'est pas une équipe au top de sa forme. On s'était dit que peut-être pas une victoire, mais au moins pas un 4-0. Bah, s'il y a un gros 4-0 sec, je leur mets un E, je pourrais leur mettre pire, mais bon, bah, c'est pour les encourager un petit peu. Et Dia qui quitte l'équipe en plus temporairement pour des problèmes familiaux. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai oublié d'en parler, mais bon, bah voilà, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va en ce moment pour les Shanghai Dragons. Voilà pour ce conseil de classe, et on arrive déjà à la fin de l'émission avec l'Overtime. C'est parti pour l'Overtime avec, comme toujours, des questions et des réponses rapides et précises et drôles surtout, puisque c'est notre caractéristique principale. Logo, es-tu prêt ? C'est parti. C'est parti. Après Zenyatta qui marche, on a eu Ange avec 2 flingues. Quelle sera la prochaine folie des développeurs réclamée par le public ? Alors j'ai vu un fan qui avait demandé un Reinhardt qui vole. Moi, j'ai plutôt envie de voir ça. Ouais, un Reinhardt qui vole, ça me va. Avec les ailes d'ange, ça serait génial. Ce serait génial. Les Valiant, ils ont publié sur YouTube une vidéo qui s'appelait Inside LS, c'est une série qui montrait les coulisses de l'équipe en train de s'engueuler et notamment tirer à boulet rouge sur Berbo. Pour toi, c'est une bonne opération de com ou c'est assez compliqué de faire un truc comme ça ? Écoute, on en a un peu parlé tous les deux. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où ça peut un peu responsabiliser les joueurs et ça peut, ça tranche avec les autres équipes qui ont toujours une com très maîtrisée où te dit ah oui, non, on s'aime tous, blabla. Là, au moins, tu vois ce que ça donne et puis ça peut créer de la sympathie auprès du public.
C'est au moins plus intéressant que voir les Floridas décider quelle entrée en scène ils vont faire. Plus intéressant, je sais pas, mais beaucoup moins drôle en tout cas. Est-ce que tu as fait tes matchs de classement? J'ai fait mes matchs de classement et je suis à 2400 et quelques de cotes en ce moment. Ouh. Voilà, je suis plutôt milieu, le joueur d'Overwatch plutôt lambda. Joli. Toi, est-ce que tu vas mater un petit peu les contenders? Alors, déjà, il y a beaucoup de contenders, entre les Europes, les NA, les Coréens, les Australiens et tout ce que vous voulez. Et surtout, avec tout ce qu'il y a déjà en Overwatch League, je ne vais pas suivre aussi assidûment. J'essaierai de me tenir au courant de ce que font les équipes, notamment Eagle Gaming, notre équipe française. Maintenant, je vais être très honnête, je vais pas pouvoir suivre beaucoup plus que ça, malheureusement. Oui, faut regarder aussi les Copenhagen avec 4 Français dedans, dont le petit frère du très connu Trauma. Ça Oui. peut être une équipe sympa à regarder. Tout à fait. On approche quasiment de la moitié de la saison 1 de l'Overwatch League, ça te rend pas un peu triste? Un petit peu, mais en même temps, ça va. Je vous dis, il reste encore plus de 20 matchs. Il reste 2 étapes plus les playoffs. Bon, ça va. Pour le moment, ça va. On a le temps de voir. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour XQC? À ton avis, est-ce que des cours de self-control, du yoga, de la méditation transcendantale, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui faire pour qu'il se calme? Alors, c'est déjà des bonnes idées. Il pourrait faire aussi, comment ça s'appelle, les pliages japonais. Là, j'avais le nom en tête, évidemment, je le perds. Origami. De l'origami, on peut faire du macramé, on peut faire du Scrabble, toutes ces choses voilà, qui ne requièrent Du pas. cannabis. Non, alors ça, on ne peut pas promouvoir l'usage de la drogue dans cette émission. Mais il faut faire des activités calmes, quoi. Hein. Il faut arrêter les trucs qui le mettent sous stress parce que clairement, c'est pas fait pour lui, quoi. Donc je sais pas. Toutes vos idées sont les bonnes. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées sur Twitter de qu'est-ce qu'on peut faire pour XQC parce que voilà, malheureusement pour l'instant, il est sans emploi au sein de l'Overwatch League. On va pas le plaindre pour autant parce qu'il est quand même encore bien au sein de la communauté, mais ce serait dommage pour lui quand même. Comme on dit, il se met doux en stream. Hein. Je crois que le chat avait quasiment payé son amende en sub et en donation une fois qu'elle était tombée. Donc, bon. Fantastique. On va pas le plaindre. Non, on va pas le plaindre. C'est comme ça que se termine cet épisode 11 de Northeast Podcast, l'épisode du lundi, donc qui vous débriefait la semaine 3 de l'étape 2 de la saison 1 de l'Overwatch League. Logo, merci beaucoup. Merci à toi. De rien, encore une fois, grand plaisir, tout ça. Vous pouvez nous suivre maintenant, vous savez qu'on est sur YouTube, sur la chaîne YouTube, donc Northeast Podcast. Vous pouvez nous suivre sur SoundCloud pour les épisodes en audio, sur YouTube aussi d'ailleurs, c'est en audio. Sur SoundCloud, c'est Northeastcast. Il y a un compte Twitter, @Northeastcast aussi, @stuck_logo pour logo, @RaoulVDG pour moi-même. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait iTunes, mais oui, allez nous chercher sur iTunes, sur le podcast, comment on dit ça? Apple Podcast. Allez mettre plein d'étoiles. Voilà, allez mettre plein d'étoiles, allez mettre plein de pouces bleus, allez faire tout ce que vous voulez, partagez, écoutez, et puis on vous donne rendez-vous dès demain soir, puisque demain on va vous présenter l'Overwatch League saison 1, semaine 3, stage 2, je l'ai dit à l'envers, semaine 4, n'importe quoi. Et surtout, on a une bref, les matchs de la semaine prochaine, quoi. Voilà, les matchs de la semaine prochaine. Et on a une très bonne nouvelle, puisque vous le savez peut-être maintenant, mais il y a 1 heure de moins aux États-Unis, et donc ce sera une semaine superbe pour suivre tout en dormant et en respectant un rythme de sommeil à peu près cohérent. Logo, à demain. À demain. Ciao tout le monde. Salut. Heroes never die. Nerf this!